le but, c'est de brosser assez rapidement ce programme de recherche. Vous compreniez à la fois les tenants, les aboutissants de ce programme, donc qui porte, vous avez bien compris, sur les suites des attentats de Paris 2015. Bon, c'est un programme qui est porté entre autres par le CNRS, l'INSERM et les âmes universités. Voilà, des gens qui vont nous rejoindre, donc ils vont prendre en route. Donc comprendre l'ensemble, comprendre aussi comment il a été possible, dans un temps en fait très court, d'élaborer un tel programme. Ça, c'est vraiment important. Donc, une des clés, c'est que nous travaillions ensemble avec Denis Péchanski, ici présent, qui est historien. Moi-même, je suis neuropsychologue. Nous sommes les deux responsables scientifiques de ce programme. Et nous travaillons ensemble avec Denis, et puis bien sûr avec des équipes autour de nous, depuis 6-7 ans, sur un gros programme dont la thématique théorique, ce sont les liens entre la mémoire individuelle et la mémoire collective. Alors, on y reviendra, et qui porte donc, sur la Deuxième Guerre mondiale, sur la construction de la mémoire, donc en ayant comme point de départ la Deuxième Guerre mondiale, puis il y a eu un projet qui portait aussi sur le 11 septembre aux États-Unis. Donc il y avait cet environnement, il y avait ce contexte qui existait, ce qui a permis de mettre en place donc, beaucoup plus vite le programme de recherche 13 novembre dont nous allons vous parler. Alors juste deux mots-clés, et puis je vais passer la parole à Denis, et puis je reprendrai la parole à la fin pour parler de la partie plus biomédicale du programme. Alors les deux mots-clés, c'est transdisciplinaire. C'est un programme qui est élaboré par des disciplines très diverses, qui vont des sciences humaines et sociales, notamment l'histoire, la sociologie, jusqu'aux sciences médicales, aux neurosciences, à la psychiatrie, à la psychopathologie, en passant par les mathématiques, l'informatique, les sciences politiques, etc. etc. Hein, ça va être repris. Donc c'est vraiment cet aspect-là qui est très très important. Et puis l'autre aspect, donc, qui rejoint cette notion de construction des mémoires individuelles et collectives, c'est la dimension longitudinale. C'est un programme qui porte sur plusieurs années. En fait, 10 ans plus 2 ans d'analyse in fine. Donc voilà le contexte général donc, de la création de ce programme, de sa mise en place. Bon, vous allez voir les tenants, les aboutissants, les contenus. Et puis ensuite, on échangera, on va parler à peu près 1 heure tous les deux, enfin en gros jusqu'à 11 heures. Puis surtout, on échangera parce que je pense que vous avez des questions, vous aurez des questions et on sera là pour y répondre sur tous les aspects qui peuvent vous intéresser selon ce que vous faites. Ça peut être des aspects scientifiques, mais ça peut même être des aspects organisationnels, parce que c'est un programme qui est assez riche aussi de ce point de vue-là. Il est un peu atypique, il est même presque hors norme. Et donc, y compris par exemple, je pense à la logistique qui est particulièrement complexe. Donc n'hésitez pas à nous poser des questions sur tous ces points-là. Voilà, donc je donne la parole à Denis qui va présenter le programme dans son ensemble. Merci. Tu peux peut-être parler de l'origine de ce programme. Évidemment, dans la suite des attentats, un appel du président du CNRS à la communauté scientifique demandant de se mobiliser, demandant de fournir voilà, des projets, des petits programmes qui permettraient dans un temps court de répondre aux interrogations qu'on pouvait avoir et de profiter des compétences qu'on avait dans la communauté scientifique. C'est quelque chose d'un petit peu exceptionnel, même exceptionnel, qu'il avait fait, avec un sentiment qu'on partageait tous, c'est-à-dire qu'on devait faire quelque chose après cette série d'attentats, qu'il y avait, je sais pas, quelque chose qui relevait d'une sorte de mission citoyenne du chercheur, du type on leur doit ça, quoi, un truc comme ça aussi. Pas simplement on a un objet de recherche comme ça et ce serait intéressant de creuser avec nos méthodes, mais on va, voilà.
Et cette dimension-là est très importante, je me permets d'insister, parce qu'on a des dizaines et des dizaines de chercheurs et de personnels administratifs qui sont mobilisés actuellement, je pense qu'ils sont 150 à peu près, 200, qui sont mobilisés dans cette affaire-là. On a, Francis et moi, on est très jeunes, on n'a jamais vu ça. Voilà. De toute notre carrière de chercheur, on n'a jamais vu une mobilisation de ce type-là avec l'absence de... Voilà, on ne compte pas ses heures, on a le sentiment de participer à quelque chose. Et c'est vrai que ça se développe depuis quelques mois sur cette base-là. Je voulais insister là-dessus parce que généralement les chercheurs ils évoquent assez peu ces dimensions-là. Ils parlent beaucoup de leur objet d'étude et des méthodes qu'ils développent et des résultats si possible. Mais ça, on ne comprendra rien à notre affaire si on n'a pas cette dimension en tête, parce que on a, les résultats qu'on est sûr maintenant déjà d'obtenir, compte tenu de ce qu'on a récolté, à l'heure où on vous parle, ça aurait été impossible s'il n'y avait pas eu cette mobilisation absolument incroyable qu'on a connue. Alors, avant de présenter ce programme, en tout cas les grands axes et puis les objectifs, pour expliquer comment ça s'est passé. En fait, il y a quelques années, c'était en 2008, je travaillais avec un laboratoire franco-américain à New York, et je voulais tester une hypothèse qui me semblait en tout cas potentiellement riche, et qui moi me répondait à une interrogation, bon, qui était de constater que les travaux sur la mémoire collective, les lieux de mémoire, ou la mémoire des événements un peu exceptionnels comme la Deuxième Guerre mondiale, bon, on avait tendance à répéter un peu la même chose. Donc sur les lieux de mémoire, vous savez, l'œuvre majeure de Pierre Nora sur le sujet, alors là on avait une sorte de déclinaison, les lieux de mémoire en centrale, les lieux de mémoire en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Amérique latine, c'est bien, enfin, on reprenait les mêmes grilles. Et je me suis dit à ce moment-là, essayons de tout simplement poser une question qu'on ne se pose absolument pas parce qu'il y a eu un tel cloisonnement disciplinaire aujourd'hui que c'est impossible. Je dis voilà, est-ce qu'il y a vraiment une rupture entre mémoire collective et mémoire individuelle? Est-ce que vraiment il est impossible de... comment se fait-il que voilà, moi, historien, je travaille éventuellement sur la mémoire collective, donc sur la mémoire des hommes, et que je ne me pose pas sur la question de la mémoire de l'homme, de l'individu. Il y a quand même les gens qui travaillent sur le cerveau, ils doivent pouvoir m'apprendre quelque chose. Et c'est le point de départ. Et on a commencé à partir du 11 septembre 2001, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, qui étaient nos deux périodes de référence, que ce soit avec des collègues américains ou des collègues français, très vite avec Francis, et bien tout simplement à se poser la question de l'articulation entre mémoire individuelle et mémoire collective, et donc un regard de sciences sociales et humaines avec les sciences du vivant. Neuroscientifiques, historiens, est-ce qu'on peut travailler ensemble? C'est le point de départ de toute notre histoire. Et puis après, bon, c'est institutionnel, importe peu, mais c'est évidemment c'est ça qui permet à notre programme de se développer, donc il faut quand même l'évoquer. On a été retenu dans le cadre du grand emprunt qui a été mis en place par le président de la République, Sarkozy en 2000, dans la suite de la crise de 2008. On relance. Dans la relance, on met en place une commission Juppé-Rocard pour savoir où on va mettre l'argent. Et ils disent l'argent, il faut le mettre dans la recherche, dans l'innovation, dans l'enseignement supérieur, en majorité. Et donc, on va avoir un certain nombre d'outils, dont ce qu'on appelle des équipements d'excellence, c'est-à-dire des plateformes technologiques totalement innovantes. Et on a proposé, dans la suite du programme franco-américain que j'évoquais, une plateforme technologique sur la question de la mémoire, qui était une plateforme transdisciplinaire. Et c'est le programme qui s'appelle Matrice. Et c'est parce qu'on avait fait nos preuves sur ce programme-là
qu'effectivement, quand on est arrivé en disant voilà ce qu'on veut faire sur le 13 novembre, on avait une légitimité parce qu'on avait obtenu des résultats et parce qu'on avait réussi à lancer notre affaire et à organiser déjà cette coopération intellectuelle. Sinon, on nous aurait dit écoutez, vous êtes très bien, vous êtes sympathique, mais vous n'avez pas trop fait vos preuves, donc c'est quand même risqué comme pari. Voilà, c'est ça le cheminement. Je ne sais pas si j'ai eu raison de vous le présenter, mais si. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve et qu'on a été tout de suite accueillis extrêmement favorablement, et d'abord par le président du CNRS, Alain Fuchs, et ensuite par le président de l'INSERM, Yves Lévy, et qu'ils ont décidé ensemble de porter le programme. Donc c'est pour ça que c'est un programme qui est à la fois, vous voyez, CNRS, INSERM, et puis ESAM, qui est le porteur administratif, c'est derrière l'Université de Paris. Donc, alors, revenons sur ce programme. L'idée de base est venue assez vite après le 13 novembre. Elle était liée à ce que mes collègues américains avaient commencé à faire sur le 11 septembre. Et avaient largement avancé. Et même terminé, puisque au moment où on présente ce programme, William Hearst, qui est un psychologue, un très grand psychologue américain qui travaille à la New School à New York, avait terminé son étude longitudinale sur les témoignages du 11 septembre, qu'il avait pris tout de suite, puis je ne sais plus, c'est 1 an, 4 ans, 10 ans, voilà. Il avait pris 4 moments dans son étude. Sauf que c'était une étude, alors c'est passionnant, hein, il y a déjà plusieurs papiers qui sont sortis sur le sujet, mais c'est une étude qui est très disciplinaire ou monodisciplinaire, très psycho, même si à l'origine c'était ouvert à d'autres, mais c'est lui qui est allé jusqu'au bout et le seul, donc c'est très psycho. Ce sont des questionnaires écrits, et ce ne sont pas nécessairement les mêmes personnes qui ont été interviewées à chaque fois. C'est le cas de 200 personnes donc ça fait 800 interviews, vous voyez, pour vous donner une idée. Au total, il y a 3000 questionnaires remplis. Sur les 3000, il y en a 800 qui correspondent à 4 fois 200 les mêmes personnes. C'est clair. Donc c'était pas ça qu'il avait en tête d'emblée, il voulait simplement, à des moments différents, rassembler des témoignages pour comprendre comment, au fur et à mesure, ça se construisait, et en particulier l'articulation entre la mémoire de l'événement et la mémoire des conditions dans lesquelles on a vécu l'événement. On pourra revenir là-dessus parce que ça, c'est évidemment l'un des axes de notre travail. Et donc, l'idée, c'était d'être évidemment inspiré par ce qu'il avait fait et en même temps de monter la barre. Parce que ça, pour nous, c'était pas entièrement satisfaisant. Ça a donné quoi? Pour aller tout de suite à la conclusion, ça donnait 1000 entretiens avec les mêmes personnes interviewées par audiovisuel, maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Ce qui va nous permettre, vous voyez, de déplacer le curseur de l'analyse. Notre problème n'est pas l'analyse de l'événement 13 novembre, mais l'analyse de la construction mémorielle d'un événement traumatique qui est les attentats du 13 novembre. Et cette analyse de cet événement traumatique est au cœur de la mémoire de cet événement traumatique, est au cœur du projet. Donc 1000 personnes qui sont recrutées dans 4. Je vais revenir peut-être un peu dans le détail après sur les différentes zones, mais de recrutement, parce que vous allez comprendre que ce n'est pas évidemment toujours très simple. Donc, on est bien dans un programme de recherche transdisciplinaire. On essaie de comprendre comment se construit une mémoire et comment elle évolue sur 10 ans. On va s'appuyer sur des témoignages, et ces témoignages vont être des témoignages recueillis par audiovisuel, pour essayer de comprendre ce qui est au cœur de nos interrogations depuis des années. C'est cette articulation,
interconnexion entre mémoire individuelle et mémoire collective. Et au passage, si on travaille, comme je le fais un peu sur l'histoire de la mémoire, ou l'histoire des memory studies, on va dire, on s'aperçoit dans les domaines des sciences humaines et sociales que, dans un premier temps, celui qui est le pape de la mémoire collective, si on peut dire, celui qui a vraiment fait les premières grandes réflexions sur le sujet et qui reste l'aspirateur de tous ceux qui travaillent sur la mémoire collective, c'est Halbwachs, Maurice Halbwachs, écrit dans l'entre-deux-guerres, il est mort en déportation en 1944, et Halbwachs, lui, dialoguait avec les autres disciplines, et en particulier avec les psychologues. Donc à l'époque, il n'y avait pas cette clôture disciplinaire contre laquelle on essaye de se battre. Et donc, même s'il était, dans l'héritage de Durkheim, était un sociologue un peu pur et dur sur les questions de mémoire, mais malgré tout, il était dans le dialogue avec les historiens, Marc Bloch, et avec des psychologues, en l'occurrence Jean Delay. Ça, c'est intéressant, parce que ce premier moment des recherches sur la mémoire collective, est marqué par cette ouverture. Le deuxième grand moment, une sorte de revival qui a d'une richesse exceptionnelle, marqué par Nora sur les lieux de mémoire, ou les travaux sur Marie-Claire Laval sur la mémoire communiste, Henri Rousseau sur la mémoire de Vichy, le syndrome de Vichy, ou ce que j'ai pu faire à ce moment-là. Il y a des tas de choses qui ont marqué cette deuxième révolution, on va dire, les recherches sur la mémoire, sauf qu'elles sont marquées par une terrible clôture disciplinaire. À la limite, les historiens veulent bien dialoguer avec des sociologues, mais c'est limite. Hein. Parce que, inversement, les sociologues ont du mal à travailler avec les historiens. Mais c'est très frappant. Une vraie clôture disciplinaire. En tout cas, pas question de discuter avec des psychologues ou des neuroscientifiques. Et inversement, ça m'avait frappé, parce que je me souviens, il y a quelques années, il y avait un numéro spécial de la recherche sur la mémoire. Il n'y avait pas un seul papier des sciences humaines et sociales. C'est fabuleux. Tous étaient des papiers de sciences dures. Donc là, c'est vrai que c'est contre ce courant, non pas contre ce qu'ils ont produit, mais contre cette clôture disciplinaire que nous nous situons avec ce programme très innovant. Mais vous voyez un peu le défi, c'est-à-dire que il s'agit de trouver 1000 volontaires, et ces 1000 volontaires, je ne vais pas vous faire l'histoire des débuts de ce programme, mais en gros, l'idée vient vers fin novembre. Il faut qu'on obtienne d'abord les soutiens de nos tutelles, c'est fait début janvier. Ensuite, il faut qu'on construise ce qu'on avait déjà commencé à élaborer en gros, mais qu'on affine évidemment notre programme de recherche, qu'on arrive à le présenter au Commissariat général à l'investissement, qu'on ait un gros financement, parce que ça coûte très très cher ce qu'on fait, très très cher. Et avec le soutien d'une vingtaine de partenaires, on reviendra tout à l'heure là-dessus, dont l'INA qui fait l'Institut national audiovisuel, qui avec le CPAD, le service des armées, fait le recueil des témoignages. Voilà, enfin bon. Ça veut dire qu'on a une décision du Premier ministre qui arrive mi-avril disant oui, nous vous donnons au moins pour la première étape comme amorçage la somme nécessaire pour faire la première série de captation. Et puis, allez-y. Il faut trouver 1000 volontaires. Hein. Les 1000 volontaires, nous, notre premier objectif, c'était de trouver les volontaires de ce qu'on appelle le cercle 1. Vous voyez les différents cercles qui sont présentés là. C'est en fonction de la proximité du cœur radioactif des attentats. Le premier cercle, ce sont les victimes, ce sont les intervenants extérieurs, les policiers, les services de santé, les magistrats, les collectivités territoriales, enfin Paris, Saint-Denis. Et puis,
Ensuite, vous dites, voilà, on prend le 11e, le 12e, un bout du 12e, le 10e arrondissement, le Saint-Denis, là c'est le cercle 2, les gens qui ne sont pas témoins mais qui sont autour. Le cercle 3, c'est le reste de la métropole parisienne. Et puis on prend 3 villes de province, en l'occurrence Metz, Caen, Metz et Montpellier, pour avoir une idée de ce qui se passe là au plus loin d'eux. Vous verrez que ça a de l'importance pour l'enquête Remember aussi, que Francis va vous présenter. Donc vous avez ces 4... alors on pouvait se dire que le plus simple, c'était, parce que c'est beaucoup plus massif, c'est les cercles 3 ou 2, vous voyez, les gens des arrondissements, les gens de la métropole, sauf que quand vous adressez à quelqu'un voilà, comme moi, quoi, j'habite Bourg-la-Reine, je suis dans la banlieue parisienne, quand on s'adresse à des gens comme moi, ben, les gens vous répondent « j'ai rien à dire ». Simplement, vous lui dites « mais justement, c'est ça qui m'intéresse ». Si tu n'as rien à dire, c'est ça que je veux entendre. C'est exactement ça. Mais ils ne comprennent pas pourquoi on les sollicite, alors même que notre problème, encore une fois, et vous voyez le cœur de toutes les histoires de mémoire, notre problème, ce n'est pas d'arriver à construire un récit véridique sur le 13 novembre. Notre problème, c'est de savoir quels récits se construisent dans la mémoire des différentes personnes. Et donc la vérité qui nous intéresse, c'est la vérité du témoin. Et si le témoin dit quelque chose qui, à l'évidence, ne correspond pas à la réalité de ce qui s'est passé, mais c'est tout aussi important que s'il nous raconte quelque chose au plus proche de cette réalité-là. Puis quand vous allez dans le détail, vous savez quelle réalité ils vont nous raconter. Quand vous avez, parce qu'on commence à, là, je vous dirai à peu près où on en est, mais quand vous travaillez avec les témoins survivants du Bataclan, vous aviez 1500 personnes dans la salle du Bataclan pour assister au concert. Bon. Sauf que vous n'avez pas une mémoire du Bataclan. Sans compter que chaque personne a la mémoire, sa propre mémoire de ce qu'il a vécu, bien entendu. Mais c'est surtout qu'elle est marquée par l'endroit où il se trouvait. Celui ou celle qui se trouve près du bar et qui, au moment de l'arrivée des 3 terroristes sur le côté, les voit, arrive à s'échapper tout de suite au bout de 2-3 minutes. Mais ce n'est pas la même chose que la mémoire de celui qui est resté toujours au comptoir, a vu comment on a liquidé dans les premiers le vendeur de t-shirts du Bataclan, et bon, alors s'est mis sur le côté, il n'a pas pu bouger pendant 15 minutes. Avant l'arrivée de ces 2 policiers de la BAC, qui sont les héros de l'affaire, et qui vont, en liquidant un des terroristes, en fait, arrêter largement le massacre. Bon. Mais il arrive à sortir au bout d'un quart d'heure, mais par rapport à celui qui était juste devant, rien, 3 mètres devant, juste au bord de la régie et qui va plonger vers l'avant dans la fosse pour pouvoir se protéger, et puis vous avez les corps qui s'amassent. Les corps qui s'amassent, comme l'a dit une des témoins. Moi, ça m'a fait penser aux images de la Deuxième Guerre mondiale. Je peux vous dire que la présence de la Deuxième Guerre mondiale, elle est constante dans les témoignages. Donc les références sont aussi dans notre... On était là avec les corps qui s'amassaient. Oh oui, je sais, c'est pas la même chose, mais vous savez, c'est comme ce que j'avais vu à la télé sur la fin des camps de concentration en Allemagne, avec les images qui avaient été prises par l'armée américaine. Donc, voilà, et qui va se retrouver là, et qui va rester là, et va se cacher, va rester pendant 1 heure là, avant de pouvoir sortir. Et que les gars de la BRI leur disent, allez, maintenant vous pouvez sortir. Et puis encore un autre qui va rester dans la fosse autant de temps, mais couché sur un de son meilleur ami, sauf qu'il va s'apercevoir en se levant au bout d'1 heure et demie que son ami était mort. Je peux vous dire que celui-là, on peut le ramasser après. Ou bien l'autre qui était à l'étage, parce qu'ils ont réussi à monter à l'étage, ils vont rester 3 heures
avant l'opération finale de liquidation, l'assaut et liquidation des 2 derniers terroristes, 3 heures ils vont rester enfermés dans une toute petite salle à 40. Donc vous avez plusieurs Bataclan, plusieurs témoignages, et en plus, ceux qui ont vécu à peu près la même chose vont avoir chacun leur propre témoignage, d'autant plus que comme je l'ai expliqué hier, on est avec un événement qui dure entre 30 secondes et 3 heures, dans un linéaire de vie qui n'a rien à voir. On n'est pas dans 4 ans d'occupation. On n'est pas dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale avec du long terme par rapport à ce qu'on a vécu. On est dans un linéaire de vie qui est cassé à un moment donné par un micro-événement et qui est majeur parce qu'elle vient évidemment casser le traumatisme, par ce traumatisme, ce linéaire de vie. Bon, alors je ne sais pas pourquoi je parlais de tout ça, mais pour vous indiquer qu'on a effectivement le cercle 1, on pensait avoir du mal à... Vous avez bien compris qu'en gros, on doit avoir 250 personnes de chaque cercle pour faire 1000. C'est ce qu'on avait un peu en tête. Bon, on pense maintenant que sur le cercle 1, tenant compte des victimes des différents lieux, Bataclan, les terrasses, Saint-Denis, plus les intervenants comme étrangers, intervenants extérieurs, pardon, on doit être à... On aboutira sans doute à 320, 350. On a une centaine de personnes du Bataclan qui sont inscrites. Et ça a été possible parce qu'on a un soutien total des associations. Et pourquoi on a un soutien total des associations? C'est parce qu'on a mis au point un processus qui est un processus scientifique extrêmement cadré, qui en particulier permet de recueillir ces témoignages dans les meilleures conditions et avec le respect de la parole et puis les engagements de confidentialité que vous imaginez. Donc, le principe est là, vous avez pour ces 1000 personnes 4 campagnes d'entretien, maintenant dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Donc c'est un programme de 12 ans, si on compte les 2 ans qui resteront après pour essayer de tirer un bilan d'ensemble. Pour vous donner une idée, début octobre, on sera du côté de l'enquête 1000, donc de cette enquête globale, on sera déjà à quelque chose comme 800, 820 entretiens réalisés. Et à la fin octobre, on aura fait les 1000, ce qui était honnêtement totalement impensable, sachant qu'on a commencé peu avant les vacances. Enfin, nous, on n'a jamais considéré que c'était impensable, parce qu'on l'avait pensé, mais il faut être un peu raisonnable. Effectivement, c'est pas du tout évident. Bon, ça marche. Ça marche et ça pose... Les problèmes qu'on a rencontrés, c'est des problèmes de logistique. Pas de volontaire. Enfin, si c'était un problème de volontaire, mais qui était lié à un problème de logistique, c'est qu'on pensait au début qu'on aurait des témoignages de 2 heures. Or, les témoignages de Cercle 1, en particulier, mais pas simplement, c'est 3h30. Avec un protocole, il faut que vous le sachiez, qui est extrêmement construit. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a mis au point un questionnaire, ensemble. C'est même la première réalisation scientifique transdisciplinaire de notre affaire, puisqu'il y avait historiens, sociologues, neuropsychologues, neuroscientifiques et un psychopathologue. On a réfléchi à construire un questionnaire qui permette de répondre à toutes nos questions et d'exploiter ces données exceptionnelles pour toutes les disciplines qui étaient mobilisées. Et donc on suit tous ce protocole, je dis tous parce que je fais aussi un certain nombre de témoignages, on suit un questionnaire précis avec 3 quarts audiovisuel et 1 quart hors caméra, parce qu'il n'y a pas besoin
Ce sont des questions comme un quiz, si vous voulez, et qu'il n'y a pas besoin de garder la caméra. Pourquoi la caméra nous intéresse? Parce que, évidemment, le non-verbal nous intéresse. Que ça change tout. Que si vous avez des choses écrites et puis des choses... Et pourquoi la première différence, elle saute aux yeux quand on compare avec les résultats aux États-Unis sur le 11 septembre. Quand vous avez une question ouverte, vous avez une réponse en 2-3 paragraphes quand c'est par écrit. Mais comme, bon, je prends un exemple, en fin de semaine dernière, j'ai interviewé un gars du Bataclan, il avait décidé de parler, je lui ai posé la première question. Ma première relance, je ne parle pas de deuxième question, ma première relance, précision, etc., elle est arrivée 1h10 plus tard. 1h10 plus tard. Donc, vous voyez, on a des entretiens de 3h30, là c'est un peu la norme, 3h, 3h30, et je peux vous assurer que ça sera d'une richesse absolument exceptionnelle, ce qu'on est en train de récolter. Alors après, il faudra exploiter ces données, bien entendu, mais il y a aussi une dimension patrimoniale. Si vous avez l'INA derrière, c'est comme les archives nationales de l'audiovisuel, ils conservent la mémoire du 13 novembre. Voilà, c'est aussi ça ce qu'on est en train de faire d'une certaine façon, même s'il n'y a pas de représentativité. Alors, soit dit en passant, ça fait partie de l'un des aspects représentés ici, joliment par notre spécialiste de la com. C'est les croisements disciplinaires. On a aussi des études d'opinion et un partenariat avec le CREDOC, qui est l'équivalent d'un sondeur d'opinion, si vous voulez, et qui font des études sur les comportements des Français. Et avec eux, on a posé, en juin-juillet, 11 questions qui ont rapport avec le 13 novembre. Et donc ça va nous permettre, à chaque captation, vous vous souvenez, maintenant, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on aura les mêmes questions posées, ce qui nous permettra de voir l'état de l'opinion et d'avoir quelque chose de représentatif. Parce que nous, ce n'est pas représentatif. Ça ne veut pas être représentatif. Parce que nous, on veut atteindre les 4 secteurs, les 4 cercles, point. Et pour vous donner un seul exemple, quand vous cherchez des gens qui étaient soit aux terrasses, dans le 11e, dans le 10e, soit au Bataclan, le profil, c'est pas le gamin de Gennevilliers qui vient se marrer à Paris. C'est Bobo moins, CSP+, environ 30 ans, voilà, c'est ça qu'on a. Et en plus, il y a l'effort de venir témoigner, ce qui est quand même aussi évidemment un prisme. Alors voilà, c'est pour ça qu'il y a besoin d'avoir une vision d'ensemble de l'état de l'opinion pour ne pas tirer non plus des conclusions de ce que nous analysons de cette mémoire du 13 novembre que nous avons reprise avec des prismes, évidemment. Alors, transdisciplinarité, on va prendre quelques exemples. La textométrie, ça peut-être, c'est barbare, mais c'est l'analyse de vocabulaire avec des outils statistiques. Et derrière cette analyse de vocabulaire avec des outils statistiques, il y a quoi? Vous avez des individus là qu'on vient d'interviewer, on va avoir leur texte, la transcription. Bon, donc une suite de mots. Notre problème, ce sont des personnes qui sont hommes ou femmes, qui sont de CSP, de catégories socio-professionnelles différentes, qui sont d'âges différents, qui sont de cercles différents, du cercle 1 au cercle 4, qui dans le cercle 1 sont de Paris, ou bien sont de province, ou bien sont de banlieue, ont été interrogés maintenant, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Et notre problème, question fondamentale, à la fin des fins, au bout des 10 ans, qu'est-ce qui va être la variable décisive?
Est-ce qu'on va avoir une sorte de progression? Est-ce que la variable, ça va être la variable chronologique qui signifierait quoi? Qu'au bout du bout, finalement, se construit une sorte de grand récit partagé? Ou bien vous allez avoir le cercle 1 qui va être singulier, à part, qui aura construit son propre récit, et à côté, tout le reste. Ou le cercle 1 et le cercle 2, et tout le reste, je ne sais pas. Donc vous voyez les enjeux à travers une étude de vocabulaire, ça peut être énorme. Le droit, bien sûr, avec l'étude des politiques pénales dans la période, l'état d'urgence et le reste, et puis l'étude de l'indemnisation des victimes. Les neurosciences, on l'a évoqué, ça sera évoqué plus précisément par mon petit camarade. L'informatique et les mathématiques. Je peux vous surprendre. Bon, on le voit déjà avec la textométrie, c'est pour ça que c'est à côté, c'est pas par hasard, on utilise des outils statistiques, mais il y a autre chose. Tous les tweets sont aspirés par l'Institut national de l'audiovisuel. Depuis début 2005, il y a un dépôt légal, donc une obligation pour l'INA d'aspirer les tweets. Mais tous les tweets qui concernent le 13 novembre, vous imaginez ce qu'on peut en faire? Alors vous imaginez ce qu'on peut en faire sur les 140 signes des tweets, mais pensez que, c'est une des pistes sur lesquelles on travaille, un certain nombre de nos collègues ne s'intéressent non pas aux 140 signes, mais aux liens URL qui sont associés aux 140 signes. Par exemple, vous faites un petit message d'une centaine de signes, il dit « voir interview de je ne sais pas qui, du président, par exemple, de la maire de Paris, ou Jawad le lendemain sur BFM, un reportage, etc. » et vous renvoyez à ça. Mais vous avez aussi les sites conspirationnistes qui sont indiqués. Et donc, vous avez la possibilité, si vous faites une étude un peu systématique, d'avoir une analyse de la viralité des informations. Dans le quantitatif, vous saurez si telle information, tel discours, je ne sais pas, du ministre de l'Intérieur, ou bien du président, ou bien du leader d'opposition, peu importe, a véritablement été relayé dans la masse énorme des tweets qui tournent autour du 13 novembre. Il s'avère que dans 10% des cas, c'est géolocalisé. Parce que vous, comme moi, vous oubliez de dire non, je ne veux pas être localisé. D'accord? Donc la géolocalisation, on l'a aussi. Ça veut dire qu'on pourra dire aussi, avec évidemment, encore une fois, dans 10% des cas, mais ça fait quand même quelques dizaines de milliers de tweets, tout ça. On pourra dire, non seulement avoir une analyse quantitative de la viralité de l'information, mais aussi géographique. Et le renvoi sur les sites conspirationnistes, par exemple. Si vous avez une analyse géographique, on risque d'être surpris, soit dit en passant, mais peu importe, c'est pas le problème. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez un peu la richesse de l'information. Donc c'est voilà ce type de travaux qu'on mène en parallèle. En passant l'historien, c'est un peu compliqué ma position, parce que déjà je suis historien du temps présent. Bon, il a fallu se battre pendant des années pour dire que ce n'est pas tout à fait du journalisme et qu'on travaille sur des traits contemporains entre la Deuxième Guerre mondiale jusqu'à maintenant et toutes les évolutions. Bon. Alors déjà, plus on se rapproche du maintenant, plus ça devient compliqué, mais là je me retrouve historien du futur. C'est une chose en train de se construire. Les sociologues, ça, ils ont l'habitude de raconter des bobards sur ce qui est en train de se... Vous leur dites pas. Santé publique, oui, je passe. Santé publique, c'est intéressant parce qu'il s'avère, je vais venir très rapidement, mais il y a une enquête qui est lancée en parallèle de santé publique par Santé publique France. Ceux qui connaissent un peu, c'est le résultat récent d'une fusion de plusieurs organismes, dont l'Institut de veille sanitaire. Et ils ont lancé une enquête déjà après les attentats de janvier, maintenant après les attentats du 13 novembre,
par web questionnaire auprès de ce que l'équivalent de notre cercle 1, et qui permettra de voir, mais vraiment, parce que là c'est une étude de santé publique, donc exactement les indicateurs de syndrome post-traumatique, la dépression et tout ça. Là, c'est évidemment pas ce que nous faisons avec l'enquête 1000. Et aussi sur la prise en charge. Dans quelle mesure ces personnes touchées par les attentats ont été prises en charge ou pas par le... Et ça se traduit au bout du bout par des propositions faites par Santé publique France. Donc c'est une dimension qu'on n'avait pas, on était ravis de pouvoir travailler avec eux, et eux-mêmes étaient ravis de prendre un peu de distance, de hauteur par rapport au travail de terrain qu'ils faisaient. Bon, voilà, la dimension éthique, elle a beaucoup d'importance, on vient d'avoir... Enfin, toutes nos études sont passées devant le comité d'éthique, bien entendu. Enfin, je dis bien entendu non, parce que les enquêtes, l'enquête Remember de recherche biomédicale, c'était automatique, il fallait le faire. ESPA, l'enquête de santé publique, c'était indispensable, sinon ils ne pouvaient pas mener l'enquête. Notre enquête 1000, comme je l'appelle, comme nous l'appelons, c'est une enquête d'entretien, 1000 personnes, sans vocation, enfin sans dimension médicale particulière, c'était a priori pas nécessaire, mais on l'a fait quand même, aussi parce qu'on nous l'a demandé, et puis aussi parce que maintenant les revues anglo-saxonnes exigent un avis des comités d'éthique dans ce type d'enquête, et on vient de recevoir l'avis favorable sans la moindre modification d'un protocole, ce qui quand même été une bonne chose. Donc voilà, là ça vous donne simplement une idée du type d'entretien que nous faisons. Et puis, donc je vous ai dit, on a cette enquête sociale, mais enfin, la dominance historique, mais déjà avec une dimension transdisciplinaire. Et c'est greffé dessus une enquête recherche biomédicale qui est pilotée par mon petit camarade, à qui je vais donner la parole. Très bien. Donc, je pense qu'avec l'intervention de Denis, vous voyez que ce programme transdisciplinaire, ce n'est pas un vain mot. Bon, je pense que vous avez vu l'ensemble de ces données qui sont recueillies sur un temps très long, qui va nous permettre, d'une façon, je pense, totalement inédite, de comprendre la construction de cette mémoire. Alors, cette construction de cette mémoire, elle part d'un événement qui est très particulier, qui est un événement traumatique. Donc, quand je vous ai décrit tout à l'heure le contexte théorique, et Denis l'a repris et l'a amplifié, j'avais utilisé les termes de mémoire individuelle, mémoire collective, les interactions entre l'une et l'autre. Et il faut rajouter là un troisième terme, celui de mémoire traumatique, qu'on a largement, pour ceux et celles d'entre vous qui étaient là hier soir, on a largement développé dans la conférence avec Boris Cyrulnik, avec l'ambiguïté du terme, qui fait bien partie du terme de mémoire traumatique. Alors, dès les prémices du programme, dès les premières discussions qu'on a eues avec Denis, même avant les attentats du 13 novembre, parce qu'on avait déjà parlé de cela après Charlie Hebdo hyper cachère, et puis on n'avait pas bougé pour des tas de raisons. Mais quand on a repris ces discussions au mois de novembre et au mois de décembre 2015, le souhait c'était vraiment de mettre en place une étude biomédicale, donc associée au grand programme que vient de décrire Denis. Alors, ça posait des problèmes spécifiques. Ça posait des problèmes spécifiques. D'abord, quoi étudier, rester bien dans le domaine de l'étude de la mémoire, de la construction de la mémoire, mais chez des personnes
qui, pour certaines d'entre elles, allaient développer une pathologie, la pathologie de ces personnes qui vivent un événement traumatique, un événement qui sort complètement du commun. Bon, je pense que Denis vous a très bien décrit cette rupture. On a aussi beaucoup parlé hier, je ne reviens pas là-dessus. Donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon le trouble de stress post-traumatique ou l'état de stress post-traumatique ou syndrome de stress post-traumatique. Il y a des appellations un petit peu diverses. On utilise parfois l'acronyme anglais PTSD ou PTSD. Alors, le cœur de ce syndrome, c'est en fait une distorsion de la mémoire. Et on est parti de cela en considérant que dans le PTSD, l'élément clé, ce sont des intrusions mnésiques. Ce sont des pensées qui envahissent la personne. Et c'était la fin aussi de notre discussion hier, c'est la question que je t'ai relancée. Sont des images qui s'imposent à la personne. Des images qui sont une partie de l'événement qu'a vécu la personne, détachée de son contexte. Et il y a ces images qui viennent en quelque sorte bombarder la personne en permanence, avec un statut très particulier par rapport à un vrai souvenir. Pourquoi la mémoire traumatique, c'est pas une mémoire comme les autres? C'est que ces images qui s'imposent à la personne, eh bien, la personne a l'impression de les vivre non pas comme étant des images du passé. Quand on récupère un souvenir, on récupère des images, mais on sait que c'est le passé. Et là, les personnes, au contraire, ont l'impression que ces images appartiennent à nouveau au présent. Donc, ce qui les terrorise, et donc les personnes sont une espèce de cercle vicieux. Donc, on a considéré avec notamment un jeune collègue qui s'appelle Pierre Gagnepin, qui est chercheur INSERM dans mon unité. Moi, je travaille à Caen. Je travaille donc à 2 heures de Paris, pour faire simple. Bon, je suis dans une unité, je dirige une unité de l'INSERM qui est une unité relativement importante, avec des chercheurs, des techniciens, des ingénieurs, des outils d'imagerie. Vous voyez, il y a toute une logistique qui existe. Sinon, on n'aurait pas pu aussi développer tout ça. Puis, comme tu l'as très bien rappelé au tout début, il y a aussi une volonté de nos collègues de s'investir dans ce programme. Parce que donc là, il y avait une unité où il y avait déjà des personnels qui étaient prêts à foncer sur... Parce que bon, ça a été quand même extrêmement complexe, d'un point de vue scientifique, d'un point de vue administratif, parce que bon, les dossiers, il faut quand même les monter, accessoirement, les soumettre aux autorités, notamment la partie biomédicale qui, dans un premier temps, est extrêmement lourde. Vous savez, il faut obtenir des autorisations du CPE, ce qu'on appelle le Comité de protection des personnes, la CNIL, la NSN, enfin, pour ceux d'entre vous qui ne connaissez pas, vous imaginez quand même que c'est des choses assez complexes. Et il a fallu se battre contre le temps. L'ennemi, ça a été le temps. Parce qu'en fait, on a rencontré énormément de bonne volonté, y compris dans ces administrations. On a des fois des positions un peu caricaturales par rapport à l'administration. En fait, on a rencontré beaucoup de gens qui nous ont aidés, beaucoup plus que de personnes qui ont mis du sable dans leur rouage. Mais il y avait quand même un temps parfois incompressible. Vous voyez, il y avait le travail qu'il fallait faire, et puis il y a des fois des choses un peu compliquées. Pour déposer un dossier, par exemple, au comité de protection des personnes, il faut avoir le financement de cette étude. Et donc il fallait que nous on fasse avancer tout en même temps. Sinon c'était pas possible. S'il fallait attendre le financement pour déposer le dossier de CPP, on s'en prenait pour 6 mois de CPP. Enfin, oui, c'était infernal. Alors là, bon, on a quand même mis la pression pour que tout avance en parallèle. Et bon, je trouve que les administrations, de façon générale, ont réussi, tout en restant dans un cadre légal, à ce qu'on puisse avancer. Alors, je reviens un petit peu aux aspects scientifiques. Vous avez bien vu que le cœur du sujet, on a considéré que c'était les intrusions mnésiques. Et qu'il fallait un environnement scientifique. Et donc, on a décidé ensemble, avec Denis, très vite, c'est vraiment quelque chose qu'on a construit ensemble, de faire cette étude biomédicale à Caen. Donc à 2 heures de Paris par le train, quand le train marche. C'est une parenthèse qu'on va effacer de l'enregistrement vidéo. Donc, on n'allait pas faire venir ces personnes pour des tas de raisons, pour étudier des intrusions traumatiques. Vous voyez, je reviens aux aspects éthiques.
pas de sens. On ne va pas faire venir ces personnes que Denis vient de décrire là, du Bataclan, des terrasses, pour leur présenter des images traumatiques. Et pourtant, quand on s'intéresse à une pathologie, enfin, c'est mon métier, on étudie la pathologie. On n'étudie pas autre chose. Alors, la méthodologie qui a été choisie, et là je veux citer encore mon jeune collègue Pierre Gagnepin, vous pourrez, pour les psychologues, ça vous intéresse, à regarder un petit peu plus en détail, parce que je ne vais pas développer en détail le protocole, mais je vais vous expliquer simplement le principe. Parce que je pense que le choix a été un bon choix. Donc c'est un paradigme qui s'appelle le paradigme Think No Think, penser ne pas penser, qui a été mis au point par un chercheur anglais de Cambridge, l'université de Cambridge en Angleterre, qui s'appelle Mike Anderson. C'est un protocole qui a été inventé il y a à peu près une douzaine d'années, d'abord en psycho, c'est la psycho expérimentale extrêmement fine, et puis ensuite ça a été adapté à l'imagerie. Le premier grand papier a été fait d'ailleurs par Pierre Gagnepin dans PNAS, c'est paru en 2014. Et puis maintenant, il y a des applications à différentes pathologies de ce programme, parce qu'en fait, vous comprenez bien que ces pensées intrusives, c'est particulièrement prégnant dans le PTSD, dans l'état de stress post-traumatique, mais c'est vrai aussi dans d'autres pathologies. Par exemple, dans les TOC, dans le trouble obsessionnel compulsif. Je ne vais pas partir là-dessus, mais en fait, il y a beaucoup de situations psychopathologiques où on observe ces intrusions. Alors, paradigme Think No Think, donc on va travailler là sur du matériel non traumatique, c'est par définition, on postule ça, on ne va pas travailler sur du matériel traumatique. Donc le principe, c'est de créer chez la personne, chez le participant, des associations entre deux concepts, des concepts totalement neutres. Et on va présenter ces concepts de différentes façons, avec des mots, avec des images, etc. Là aussi, il y a toute une partie méthodologique un petit peu lourde que je ne développe pas. Mais le principe, ça dure à peu près 1 heure, c'est que pendant 1 heure, on propose des couples de concepts, comme par exemple bateau-maison. Si bien qu'au bout d'1 heure, quand on présente le premier terme de ce duo, de ce couple, là, automatiquement la personne génère une image mentale. Bateau, maison. La personne peut... Ça devient un automatisme. Et on fait ça pour un certain nombre de couples de concepts qui sont par ailleurs organisés d'une certaine façon. Ça se passe avant l'IRM. Et puis dans l'IRM, donc, on recueille un certain nombre d'informations en IRM, anatomiques, sur les réseaux cérébraux, donc c'est différentes techniques qui sont utilisées là. Je ne rentre pas dans les détails. Disons qu'on analyse le cerveau quand même de façon assez fine. Et puis il y a ce fameux protocole Think No Think. À ce moment-là, on propose à nouveau le premier terme des duos de concepts, par exemple bateau dans l'exemple que j'ai pris, soit le mot bateau est cerclé de verre autour, et à ce moment-là, le sujet il laisse venir son image mentale de la maison, soit au contraire, il est cerclé de rouge, et là, il doit inhiber. Il doit se débrouiller pour que l'image ne soit pas là. Donc vous voyez, c'est la capacité qu'a le sujet à dire non à une image mentale. Bon, alors voilà le protocole qui est entouré. Ce protocole, ça dure, c'est relativement long, il y a 1 heure d'entraînement. Il y a, ensuite le sujet rentre dans l'IRM, ça prend un petit peu de temps. Il y a 1h30 d'imagerie, ce qui est quand même extrêmement long, parce qu'il y a plusieurs séquences pour les spécialistes. Il y a l'IRM anatomique, il y a les focales sur des régions du cerveau qui nous intéressent plus particulièrement, donc ça prend plus de temps. C'est l'hippocampe et l'amygdale qui est chère à Denis, quand on parle souvent avec affection. Il y a des séquences d'ETI, c'est-à-dire qui permettent de mesurer la connectivité structurale du cerveau. Il y a une IRM fonctionnelle au repos qui permet cette fois-ci de mesurer la connectivité fonctionnelle. Et puis il y a ce fameux paradigme Think No Think. Et puis après, il y a toute une partie de tests qui a à voir avec la mémorisation du protocole que je viens de dire là, puis un débriefing, etc.
Donc ça prend quasiment une demi-journée. La partie imagerie qui se fait dans un centre de recherche qui s'appelle Cicéron à Caen, ça dure pratiquement une bonne demi-journée, on va dire. Et puis la demi-journée souvent qui précède, donc ça se passe dans un autre endroit, dans mon laboratoire, mais qui est en dehors de Cicéron, qui est à quelques centaines de mètres de Cicéron. Et là, donc il y a d'une part la visite d'inclusion des personnes, donc, qui se fait avec un médecin psychiatre, vérification des critères d'inclusion, etc., comme de façon réglementaire. Et puis ensuite, il y a à la fois une partie psychopathologique, donc c'est surtout des questionnaires, que c'est relativement élaboré, dont certains sont originaux. Et puis, il y a une partie beaucoup plus neuropsychologique qui tourne autour de l'attention, des fonctions exécutives, de la mémoire, et y compris de la mémoire émotionnelle. Et l'ensemble, je ne détaille pas plus, hein, mais fait quand même une exploration relativement complète qui dure 2 journées. Le standard, après il y a plein de variantes parce qu'on est à la disposition des participants. On fait tout pour qu'ils puissent venir dans de bonnes conditions. Mais le standard, c'est 2 jours d'examen. La personne arrive le matin, commence ses examens, etc. Et puis ça s'arrête en fin d'après-midi. Après, elle se repose, elle reste à l'hôtel. Enfin, elle est hébergée à Caen. Et puis le lendemain, c'est l'imagerie. Voilà un petit peu le design général. Vous avez bien compris qu'on est dans quelque chose de longitudinal. Pour l'instant, ce qui est prévu, c'est le T1 qui se fait tout de suite. On est complètement dedans. Le T2, 2 ans plus tard, même chose que l'étude 1000. C'est une étude ancillaire de l'étude 1000. Ce sont les mêmes personnes donc, qui viennent dans l'étude qui s'appelle Remember, qui est l'étude de Caen. Et puis, 5 ans après, et puis je pense qu'on s'arrêtera là. Je pense qu'on n'ira pas à 10 ans pour l'étude biomédicale, parce que c'est extrêmement lourd, et je pense que le gain entre 5 et 10 ans, le rapport entre le gain scientifique et le coût, mettez derrière le coût tout ce que vous voulez, quoi. Il y a les finances, il y a l'investissement mental, je ne sais pas ce que j'ai envie de dire, des chercheurs, etc. Je pense qu'à 5 ans, on aura déjà énormément de données. Alors, une étude ancillaire, c'est-à-dire qu'elle porte sur une partie de l'échantillon de l'étude 1000. Alors, l'idée, c'est d'arriver à 180 participants dont les données seront exploitables. D'accord ? Donc ça veut dire plus de personnes. Au premier temps d'étude. Alors, tout à l'heure, Denis, vous avez dû capter, a dit Caen a un statut un peu particulier, parce que Caen appartient à l'étude 1000, Caen participe à l'étude 1000, vous avez compris, c'est le cercle 4. Il y a 3 villes dans le cercle 4, c'est-à-dire les villes éloignées de Paris, c'est Caen, Metz et Montpellier. Caen a un statut particulier parce qu'on a commencé l'étude 1000 à Caen pour pouvoir commencer dans la foulée l'étude Remember, l'étude biomédicale dont je viens de parler, le plus tôt possible. Parce que je vous rappelle la course contre le temps. On ne peut pas faire aussi 200 IRM comme ça. C'est pas comme ça. Il y a des contraintes. Il y a des contraintes de temps machine. On n'arrête pas tous les programmes de recherche qui ont lieu à Caen parce qu'on a ce programme, certes très intéressant, etc. Donc il faut avoir des créneaux, etc. Il y a des aspects aussi simples que ça. Puis aussi, il faut du personnel pour accueillir les personnes. Il y a une logistique extrêmement lourde. Denis, on a un petit peu parlé de la logistique sur Paris, pas beaucoup en fait. On va peut-être y revenir sur tout ce que vous avez mis en place à la fois dans le centre de Paris, à l'INA. Enfin, c'est très impressionnant. Hein, la logistique, je trouve que c'est aussi une dimension très intéressante du programme, assez remarquable du programme. Donc il y a une équipe dans le centre de Paris, pour faire simple, il y a une équipe à l'INA, et puis il y a une équipe à Caen. Et bien sûr, il faut des traits d'union. Je ne sais pas si on a peut-être pas le prospectus, là, tu sais, la petite plaquette, elle n'est peut-être pas là, je la montrerai après, s'il y a besoin. Donc on a vraiment fait en sorte que tout ça fonctionne de concert, hein, si ce terme a du sens dans ce contexte-là. Alors,
Donc dans l'étude Remember, il y a à la fois 60 personnes du cercle 4, vous avez bien compris, qui viennent de Caen, donc qui sont les sujets contrôle, et 120 personnes, c'est là-dessus bien sûr qu'il faut retenir votre attention, sur les 120 personnes du cercle 1. Du cercle 1, c'est-à-dire Bataclan, les terrasses, etc. Avec l'idée que dans ces 120 personnes au Tantéen, on va avoir une partie de ces personnes qui auront un état de stress post-traumatique et une autre partie, c'est difficile de vous dire le chiffre aujourd'hui précis, une autre partie qui n'aura pas d'état de stress post-traumatique. Ça, c'est l'analyse transversale que l'on pourra faire au premier temps de l'étude. Je pense que c'est important que vous compreniez qu'au temps T1 de l'étude, nous allons avoir, c'est vrai pour l'étude 1000, c'est vrai pour l'étude Remember, c'est vrai pour la connexion entre les deux, nous allons avoir déjà des données exploitables. Parce que nous allons pouvoir comparer des groupes qui sont très différents les uns aux autres. D'accord ? On va avoir des données transdisciplinaires et en même temps transversales. D'accord ? Ça, c'est important que vous compreniez ça. Puis ensuite, on va suivre ces groupes. Et là, on aura la dimension également longitudinale sur la construction de la mémoire dans ces différents groupes. Alors, je reviens aux 120 personnes, aux 120 participants du cercle 1. L'idée, ce qui est un point complexe, c'est que l'on va devoir apparier, écoutez-moi bien, ces deux groupes du cercle 1 en termes d'exposition aux attentats. Denis a décrit de façon assez précise les situations des personnes. C'est vrai que les situations des personnes sont très différentes. Et ça, il faudra qu'on apparie les gens sur ces critères-là. C'est pas la même chose d'avoir passé 3 heures dans le Bataclan, dans un environnement totalement mortifère, avec le risque aussi de se faire tuer parce qu'on ne savait pas trop ce qui se passait au moment. C'est pas la même chose que d'apprendre, même si c'est quelque chose de totalement dramatique, d'apprendre le décès d'un proche, d'un fils, d'une fille, comme c'est aussi beaucoup le cas des participants. Donc, on va essayer d'apparier ces sous-groupes sur ces points-là et ensuite voir pourquoi, comment certaines personnes développent ce syndrome, certaines personnes vont guérir au fil du temps, au bout de 2 ans, au bout de 5 ans, et d'autres au contraire vont garder des stigmates de ce type de syndrome. Alors ça va être vrai, ça va être possible grâce aux analyses que l'on va faire en imagerie, mais bien sûr ces analyses en imagerie elles vont être complétées par tous les renseignements qu'on a sur le plan psychopathologique, sur le plan neuropsychologique, sur le plan anamnestique, évidemment, l'histoire de ces individus, qui sont recueillis extrêmement finement par les psychiatres qui voient ces participants, par l'entourage, les données qu'on va avoir sur l'entourage au sens large, c'est à la fois l'entourage sur le plan médical, la prise en charge thérapeutique, les familles autour d'eux, les associations autour d'eux, comment ils vivent aussi, on a parlé beaucoup des médias hier, c'est toutes ces informations-là qui vont être analysées. Je vous donne juste encore une information, puis après je m'arrêterai pour qu'on ait un temps d'échange. Je pense que c'est vraiment bien qu'on ait un temps d'échange et vous pouvez me poser vraiment toutes les questions seront bonnes. On a parlé beaucoup de l'éthique, des comités d'éthique, etc. Pour nous, c'était très, très important. C'est pas une formalité, c'était vraiment important qu'on réfléchisse à tout ça. Et il y a quelque chose qu'on a particulièrement soigné, c'est le lien entre l'étude 1000, donc des personnes, des participants du cercle 1, et puis l'étude Remember, donc qui se passe, vous avez compris, à 200 km de là. Et on a beaucoup soigné le trait d'union entre le moment où les personnes de l'étude 1000 viennent à l'INA, il y a cet entretien, puis à la fin de l'entretien, la personne qui fait l'interview parle de l'étude Remember. Donc il y a un échange sur l'étude Remember. On leur donnait une plaquette qui est quelque part, je l'ai moi dans mon... Je vais vous la montrer, c'est anecdotique.
Elle est là-dessus. C'est le dernier truc par date. On leur donne une plaquette et on leur pose la question si éventuellement, ils veulent bien être recontactés par l'équipe de Caen dans ce cadre de l'étude biomédicale. Alors je dis bien éventuellement parce que après on a des critères dans l'étude biomédicale qui n'ont rien à voir avec la mémoire, etc. Par exemple des critères d'âge. On a été obligé de restreindre les âges parce qu'on ne veut pas étudier évidemment les effets de l'âge. Des critères aussi simples que ça. C'est bien qu'on ne recontacte pas toutes les personnes qui nous disent oui. Et puis, ça s'appelle comment tu regardes par date et c'est celle de ce matin. C'est celle que je modifie. Tu tapes ici là. J'ai que macro commence. C'est pas moi, c'est mon portable, ça c'est pas moi. C'est pas ma clé. Ça. Et c'est moi, pas moi non plus. Ça doit être dans l'ordi. Voilà, c'est ça. Alors tu tapes là, non, tu tapes là parce que ça c'est un PowerPoint. Et puis là tu regardes la dernière, elle doit être en bas. Elle doit être en bas, elle est en bas. Voilà. Et là tu dois la voir si c'est la bonne. Voilà, c'est ça. Puis en plus on a tous les partenaires, etc. Encore. Voilà. Donc on donne cette plaquette, mais qui est jolie. Donc là c'est juste la page de garde, et puis l'arrière c'est tous les partenaires, les soutiens, etc. Et on a toute une explication, où la personne rentre déjà avec ça. Elle a une explication assez claire déjà des tenants, des aboutissants, des contraintes du protocole. Et ensuite, il y a un certain nombre d'échanges téléphoniques, donc qui sont des échanges complexes entre les psychologues du programme qui se trouve à Caen et les participants. Le but, parce qu'en fait les personnes sont très volontaires pour venir à Caen. Vous voyez, Denis a expliqué le contexte des entretiens. En fait, les personnes après ont, j'ai envie de dire, entre guillemets, ont envie de venir à Caen. Et donc le but de ces entretiens, c'est d'affiner les critères d'inclusion et d'éviter... excusez-moi, je vais boire un verre d'eau. Oui, d'éviter, si vous voulez, la situation qui se mettent dans l'état d'esprit de venir à Caen, qu'ils viennent à Caen, bon, parfois avec leur conjoint, vous voyez, c'est quelque chose d'assez lourd pour eux. Il y en a qui ne peuvent plus prendre de train, donc ils viennent en voiture parce qu'ils ont la phobie du train, enfin des endroits contraints comme ça. Ils viennent à Caen, puis on leur dit, bah non, on ne peut pas parce qu'il y a tel critère complètement stupide, par exemple, je sais pas, un appareil d'orthodontie, ou des choses qui n'ont rien à voir en fait, a priori avec le protocole, mais qui ne permettent pas d'inclure les personnes. Voilà. Alors nous, où en sommes-nous par rapport aux chiffres qu'a donné Denis? Évidemment, il y a un décalage. Il y a un décalage entre l'étude 1000 et l'étude Remember. Là, je faisais un petit point au téléphone avec mes collègues ce matin. On est à peu près une centaine d'inclusions, vous voyez, sur les 180. C'est vraiment c'est très impressionnant, quoi. Et c'est énorme. Bon, les collègues ont travaillé tout l'été. Enfin, moi, cet été, je devais aller dans des congrès très intéressants. J'ai tout abandonné pour être là, quoi. Et il y a une mobilisation tout à fait exceptionnelle des collègues. Et puis, au-delà des collègues, des collectivités, bon, vous voyez, enfin, puis je m'arrêterai là, je prends un exemple peut-être anecdotique, mais les participants, ceux qui arrivent à la gare de Caen, il y a une voiture de la mairie de Caen qui les attend avec un chauffeur qui les emmène soit à l'hôtel, soit à Cicéron, soit dans mon labo, qui vient les rechercher. Il y a toute une organisation assez exceptionnelle qui a été mise en place. Il y a l'abbaye d'Ardenne qui nous accueille aussi. C'est l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, c'est là où sont archivés, enfin pas tout, mais une bonne partie
des œuvres contemporaines, qui ouvre ses portes, qui met des studios à disposition, etc. Enfin, il y a vraiment une mobilisation assez exceptionnelle, et c'est vrai que ça fait partie du programme. Ça fait partie du programme, et les gens ils nous renvoient des petits mails après, des petits mots, et je pense qu'ils ressentent bien cette ambiance très particulière quoi, de ce programme de recherche. Voilà. Je m'arrête parce que je suis capable d'être aussi bavard que Denis, donc j'ai du mal quand même. Donc je m'arrête, mais surtout n'hésitez pas à poser des questions diverses et variées, hein, parce que c'est pas forcément facile de vous faire passer tous les éléments d'une opération aussi vaste en une heure. Donc n'hésitez pas, il n'y a pas de mauvaises questions. À vous la parole. Simplement vous présenter en 2 secondes le dispositif, que vous ayez une idée de ce que ça implique comme mobilisation à relais. Donc, vous avez compris les structures, les 2 porteurs scientifiques, un porteur administratif. Et en dessous, le financement, investissement d'avenir, Agence nationale de la recherche, décidé par le Commissariat général d'investissement. Ensuite, vous avez les partenaires. Alors, les partenaires, c'est ceux qui sont vraiment partie prenante de l'affaire. Et vous en avez vu beaucoup déjà, mais pour ajouter les Archives nationales, Archives de France, par exemple, sachez qu'on récolte tous les objets, les traces qui sont laissées par une sorte de mémorialisation individualisée. Vous savez, les petits mots, les bougies, les fleurs, tout ça, c'est ramassé et stocké aux Archives de la Seine, et on va avoir accès à ces fonds. Bon, et puis les divers partenaires, les laboratoires, qui vous donnent une idée de la diversité des disciplines, bien entendu, et puis les soutiens. J'insiste un peu là-dessus en une minute, mais vous voyez, les soutiens ministériels institutionnels, puisqu'on a eu des interventions très directes des ministères pour nous soutenir avec des lettres auprès du Commissariat général à l'investissement, ou bien qui mettent à disposition des personnels ou des fonds. Une particularité, c'est quand on a voulu avoir les policiers, il fallait avoir la préfecture de police, bien sûr, le feu vert, soutien total du préfet de police. J'ai eu l'occasion, quand tu étais à Caen, tu n'as pas pu les voir, de voir 3 ou 4 cadres les grands directeurs d'administration de la préfecture de police. C'est une sacrée expérience, quoi. Grand serviteur de l'État et assez émouvant. Quand vous discutez avec le patron de la BRI et qu'en sortant, il me dit je vais vous montrer un petit truc là, qui vous présente, vous savez, le bouclier, et pas le bouclier Imanoé, hein, le bouclier on se met devant quand on essaie de rentrer et qu'on a de l'autre côté des gars qui ont des Kalachnikov. Et vous voyez, là c'est 20 impacts de Kalachnikov sur le bouclier, le gars qui était derrière. Ce que ça veut dire, non, ça part comme choc, même si comme choc émotionnel. Et après, quand ils vous racontent dans quelles conditions ils sont sortis et que dans la salle, une fois qu'ils avaient réussi leur action, la prise de conscience, tout est illuminé, les téléphones portables qui sonnent avec des... Vous imaginez comme dans tous les téléphones portables, les sonneries les plus étonnantes, c'était surréaliste. Quoi. Et puis les gars qui pataugent et qui s'aperçoivent qu'ils ont du sang sous les pieds, partout. Et des gosses autour. Pas des gosses pour nous, mais pour eux souvent c'était le même âge. Bon, enfin, il y a une petite dimension émotionnelle dans l'affaire qui n'est pas maigre. Donc évidemment les soutiens de Normandie très forts, des mairies, Paris, 11e, 10e, mairie de Saint-Denis, et puis les associations dont je vous parlais, et qui sont toutes dans le soutien, sinon l'Europe a réussi, hein, très clairement. Voilà, on a des gens du Bataclan, des terrasses, toutes l'équipe, le petit PR, le carillon, voilà. Une histoire, une petite qui a été une espèce de petit sax magnifique qui a été interviewé la semaine dernière et qui a commencé, on se doutait bien qu'il y avait un petit problème, c'était un
collègue qui l'interviewait, qui m'a raconté ça, ça a commencé par dire, on maquille un peu avant, ça fait partie aussi de la mise en condition. C'est très beau aussi de voir comment les maquilleuses s'investissent dans l'affaire, vraiment. Et est-ce que c'est waterproof, votre maquillage? D'accord, on commence bien. À la 14e seconde, tac, elle commence à pleurer, ça dure 2 heures. Et la petite, elle était face au carillon, donc terrasse, en face. Elle a 25 ans, elle a tout vu. Tout. Et elle vit avec ça. Donc tout ça, c'est des expériences qu'on a là, et on a du suivi psychologique aussi pour ceux qui font les interviews. Voilà, et puis partenaire B2B, c'est important, vous voyez apparaître là, qui est un soutien, celui qui organise ces semaines là où nous présentons notre programme, et qui est donc l'Observatoire B2B des mémoires, et qui va en particulier nous aider à récolter des fonds, pas simplement donc les fonds que nous donne le Commissariat général à l'investissement, bon, ça ok, mais ça ne suffit pas, c'est extrêmement cher ce qu'on fait là, extrêmement cher. Et donc on a besoin de récolter des fonds des grandes entreprises pour pouvoir mener notre travail jusqu'au bout. Alors je m'aperçois qu'il n'y a pas, tous les partenaires n'y sont pas. Enfin, un dernier partenaire qui n'est quand même pas le moindre, qui nous a rejoint au milieu du mois d'août. J'ai quelqu'un à côté de qui j'étais à Haussegor, oui, c'est pas très loin. Où j'ai eu un échange téléphonique avec la patronne de France Culture. Elle dit bon, tu me mets dans l'affaire. Donc on a un partenariat France Culture qui va se traduire d'ailleurs, si ça vous intéresse, par une semaine complète avant le 13 novembre. Tous les matins, il y aura une émission menée par Emmanuel Laurentin. Donc, regard historique, mais aussi intéressé par le pluridisciplinaire. Il y aura 2 émissions, des émissions strictement scientifiques au sens classique du terme, et on terminera par une matinale de France Culture. Et si vous voulez en savoir plus, vous trouverez toutes les informations sur ce site. Et en particulier, ce qui nous a beaucoup frappé, hein, c'est parce qu'on s'est partagé les médias. On est à 75 articles ou vidéos, des entretiens, j'entends BFM. Là, on prie encore l'envoyé spécial qui nous contacte, TF1 qui est intéressé. On est à 75 papiers. C'est énorme depuis la mi-juin. On n'a pas de résultat. Et on a 75 papiers. Et unanimes. Ils sont passionnés. Parce qu'ils sentent qu'il y a un truc là qui se fait. Il n'y a pas de ah oui, où on va encore mettre l'argent public. On n'a pas eu une seule remarque. Et ils sont suffisamment passionnés pour aller comprendre ce qu'il y a derrière et nous poser à chaque fois des questions extrêmement intelligentes, up to date, ils savent très bien où on en est. Et non seulement il y a ça, mais je leur ai dit, parce que moi je m'occupe de la partie Paris, vous avez bien compris, je leur ai dit, mais venez vous faire interviewer. Vous êtes soit du cercle 1, très souvent, ils sont au cercle 2, ils habitent le 11e, hein, journaliste. Comme à France Culture, elle dit, oui, tu sais, dans la France Culture, j'ai toutes mes équipes qui habitent le 11e ou le 12e, donc le 10e. Bon, je peux les envoyer, mais j'ai moi dit aux journalistes, mais venez, les voyez, puis surtout, ne vous faites pas inscrire comme ça, en passant par moi ou je ne sais quoi. Suivez le cursus normal. Inscrivez-vous et vous verrez. Et on a une quinzaine de journalistes comme ça qui sont venus. Et on leur dit bien, quand on voit avec eux, on leur dit, bon, ne dites pas quand même, ne parlez pas du questionnaire en précision. Parce que justement, les personnes, il ne faut pas qu'ils se préparent. Il ne faut pas qu'elles se préparent. Donc, je joue le jeu. Hein. Sans compter qu'évidemment, ils ne vont pas retenir par cœur toutes les questions qu'on leur pose en entretien directif. Mais non, ça c'est une des belles surprises, parce que honnêtement, les médias ne nous ont pas quand même habitués aux belles surprises dans le traitement du 13 novembre, ou Nice, hein. Il y a
quand même des choses pas belles, quoi. Et la première réaction de tous ceux, non pas les journalistes, mais les anciens du Bataclan ou autres que nous avons la chance d'interviewer, c'est plutôt nous on ne veut plus en entendre parler, quoi. Si on vient avec vous, c'est parce qu'on sait que vous n'allez pas nous faire 20 secondes ou 30 secondes en essayant de retirer ce qui fait pleurer dans les chaumières. Donc, et pourtant là, je suis assez impressionné, vous le verrez, sur le site, on met pratiquement tous les articles. Ils ont bien compris. Voilà, allez à vous, parce que là, on parle trop là.